Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement si ce n'est déjà fait, éventuellement un petit don, lien dans la description. Cela me permet de publier régulièrement, si vous appréciez mon travail bien sûr. Donc là, cette vidéo, c'est le point sur l'Ukraine du 28 septembre 2024, avec comme titres principaux la réalité du terrain concernant le front. Donc on va parler au début du front, principalement d'Ougledar, aussi appelé Vuhledar. Et là, la prise de Ougledar est imminente, symbole extrêmement puissant en Ukraine. Quand Ougledar sera prise, bah, les médias vont en parler énormément et cela finira d'achever moralement l'Ukraine, puisque Ougledar, comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises dans les points sur l'Ukraine, est un symbole absolument énorme pour l'Ukraine, un symbole d'invulnérabilité entre guillemets, puisque Ougledar, c'est une ville-forteresse qui a tenu 31 mois. Par rapport aux Russes, c'est là où les Russes se sont cassés le plus les dents. Hein, ils ont fait ils ont pris des décisions tactiques malheureuses sur Ougledar. Ils ont perdu énormément de véhicules blindés, de chars et d'hommes, justement, en deux offensives. Ils ont fait deux offensives importantes et cela a échoué. Et à partir de ce moment-là, Ougledar a eu un pouvoir symbolique très fort en Ukraine. Ça représentait vraiment la résistance ukrainienne. Donc le symbole est beaucoup plus puissant en Ukraine que partout ailleurs dans le monde, même parmi les médias occidentaux. Bref, quand Ougledar va tomber, ça va être un choc absolument terrible pour l'Ukraine, évidemment un choc très fort pour les médias occidentaux et pour l'OTAN, bien sûr, mais le choc va être absolument dévastateur pour l'Ukraine et principalement pour le moral des soldats, bien évidemment. Nous allons aussi parler de Zelensky, hein, qui fait sa tournée à New York. Il a vu le personnage principal, c'est-à-dire Joe Biden, et bah, il s'avère que sa tournée est un véritable fiasco, puisque le point clé de Zelensky, c'était d'utiliser des missiles longue portée pour frapper en profondeur en Russie. Cela lui a été refusé, non bah, sans surprise bien entendu, puisque déjà les médias comme le New York Times et le Washington Post déjà nous dévoilaient il y a 2 jours que bon, il y avait eu des fuites quant au plan de la victoire de Zelensky qui voulait absolument secret. Il y a eu des fuites et des hauts responsables du Pentagone et de la Maison Blanche qui ont voulu garder l'anonymat avaient dit que ben, les demandes de Zelensky étaient simplement une liste de vœux pieux complètement irréaliste et que les États-Unis rejetteraient tout d'un bloc, que cela était très probable, parce que c'est vrai que bon, les grands médias ne disent pas exactement, ils ne disaient pas exactement que les États-Unis allaient refuser d'un bloc, mais que très probablement cela allait être refusé. Bon, évidemment, c'est ce qui s'est passé. Joe Biden a dit non. Par contre, il a essayé d'adoucir un petit peu tout ça, de faire passer la pilule en disant, bon, on va pouvoir débloquer jusqu'à 8 milliards de dollars supplémentaires d'aide à l'Ukraine. Et encore, des spécialistes ont dit en réalité ce serait 3, ce serait 6, alors peut-être 8. Bon, en gros, Joe Biden a dit, bon, je vais te donner quelques milliards pour faire passer la pilule. Mais non, il n'y aura pas d'autorisation. Donc Zelensky était très en colère, même si évidemment il ne l'a pas montré. Alors il ne l'a pas montré à Joe Biden, mais apparemment il l'a montré aux Nations Unies. Parce qu'aux Nations Unies, on a eu un Zelensky vraiment furieux et ça s'est vu dans sa prise de position aux Nations Unies où il a parlé et il a carrément été insultant vis-à-vis du Brésil et de la Chine. Carrément insultant. On a eu un Zelensky très 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 surprenant. Moi, mon analyse, ce n'est que mon opinion, c'est que
tout le monde, les grands médias déjà disaient que son plan de la victoire allait être refusé par les États-Unis. Et je vous en avais déjà parlé, je vous avais dit déjà que la CIA avait refusé, alors via William Burns, le chef de la CIA, je vous avais dit que le chef de la sécurité des États-Unis, Jake Sullivan, avait complètement refusé ce genre de délire de Zelensky. Alors là, je parle de la permission de frapper en profondeur la Russie. Le Pentagone, le porte-parole, avait dit non, aussi la Maison Blanche avait dit non, Joe Biden, le premier, lui, ne voulait pas d'escalade avec la Russie, il a toujours été adamant là-dessus. Et bon, là, il a vu Joe Biden lui a dit non pour sa demande principale, et à mon avis, là, Zelensky était vraiment furieux. Encore une fois, je le répète, cela s'est vu aux Nations Unies, où il a rejeté le plan de paix de Lula, c'est-à-dire le président brésilien, ainsi que de Xi Jinping, le président chinois. Alors les plans de paix, bon, c'est le grand classique, c'était un cessez-le-feu, des concessions de l'Ukraine, et puis voilà, donc ne pas entrer dans l'OTAN, voilà, concéder quelques territoires, etc. Et là, que répond Zelensky? Alors, il a surtout été agressif envers le Brésil, mais il a été bon, légèrement moins vis-à-vis de la Chine. Mais en gros, il a dit, mais alors là, pour le Brésil, il a dit, mais vous avez vous aussi des velléités d'envahir un pays? Parce que là, là, ce que votre plan de paix, alors déjà, vous m'avez pas demandé ce que j'en pensais de votre plan de paix. Alors déjà, ça m'a vexé. Et en plus, vous voulez quoi? Vous voulez vraiment la paix? Parce que là, ce que vous dites, c'est une capitulation totale de l'Ukraine. C'est absolument inacceptable. En gros, fallait être soit avec moi, soit vous êtes clairement contre moi. Et là, étant donné votre plan de paix, cela montre que vous êtes avec la Russie. Hmm. Voilà, voilà. Et alors là, c'était, là, il disait vis-à-vis du Brésil et de la Chine. Donc, en gros, il dit au final, et c'est ce qui a été repris dans les médias après son discours, en gros, est-ce que vous êtes pour la guerre ou pour la paix? Et visiblement, vous êtes pour la guerre. Alors évidemment, tout ça est extrêmement contradictoire de la bouche de Zelensky, puisque je rappelle que le plan de la victoire de Zelensky, et il l'a dit à la télévision, c'était de faire plus de guerre pour affaiblir la Russie, qu'elle se sente dos au mur, et une fois dos au mur, elle viendrait à la table des négociations. Donc en gros, le plan de Zelensky, le plan de la victoire, parce que maintenant on sait ce que c'est, c'était donnez-moi toutes les autorisations possibles et inimaginables, donnez-moi encore plus d'armes et d'argent, afin que je mette la Russie dos au mur pour les obliger à négocier. Les obliger à négocier. C'était ça le plan de la victoire de Zelensky, vous vous rendez compte? Donc Zelensky, qui déjà était méprisé par quasiment la terre entière, imaginez-vous maintenant. Imaginez-vous maintenant. Bref, terrible fiasco pour Zelensky. On va regarder ça en profondeur avec des articles, bien sûr. Et en plus, cerise sur le gâteau, on a Donald Trump lors d'une assemblée avec des militants qui sort, moi, une fois élu, j'arrêterai toute aide à l'Ukraine. Voilà, comme ça, pour faire bonne mesure, on a la petite phrase de Donald Trump. Alors, vous voyez, tout ça est terrible pour l'Ukraine et en particulier pour Zelensky. Bref, et on verra bien entendu, comme d'habitude, des informations très intéressantes, diverses. Vous allez voir, ça va être vraiment édifiant. Comme d'habitude aussi, cette vidéo est en 3 parties, les informations générales qui seront suivies de la conclusion et bien entendu la carte militaire en point final afin que vous sachiez ce qu'il se passe sur le terrain exactement. Commençons. Alors on va commencer très fort avec simplement le titre du Financial Times qui nous dit
briefing militaire, la Russie écrase les forces ukrainiennes sur le front de l'Est. Là déjà, c'est pour mettre les choses au clair sur comment ça se passe sur le front concernant l'Ukraine. Voilà, ça c'était déjà l'introduction. Là, on va regarder le compte Twitter de Resident UA, c'est-à-dire Ukrainian Army, armée ukrainienne, un des plus gros blogs de Twitter propagandiste pro-ukrainien, qui nous dit notre source au bureau du président dit que Andrei Yermak croit que la principale tâche de l'Ukraine est de faire entrer l'OTAN directement en confrontation avec la Russie. Cela, dit-il, pourrait permettre à notre pays de rejoindre l'Alliance et de gagner la guerre. Nous n'avons pas de scénario alternatif. Nos réserves et notre équipement sont à un niveau critique et nous ne pouvons pas résister face à une guerre prolongée. Par conséquent, nous devons chercher un moyen d'escalader la guerre et de provoquer le Kremlin. Voilà, ça vient de Resident UA. Là, nous avons Ukrainska Pravda, donc un des plus grands journaux ukrainiens, qui nous dit « Guerre d'infanterie à Pakrovsk, pourquoi le principal front oriental de l'Ukraine a commencé et continue à s'effondrer ?» Donc encore de très mauvaises nouvelles concernant le front, et là ça vient directement d'un des plus grands journaux ukrainiens. Alors regardons dans ce très long article les points les plus intéressants que j'ai pu noter. Donc vous voyez que l'article est énorme, Il s'agit du principal front sur lequel l'armée russe attaque, et à la fin du mois de juin, elle y avait rassemblé jusqu'à 8 de ses brigades d'assaut. Les Russes avancent sur Pakrovsk avec de l'infanterie, soit en petits groupes de 5 à 7 personnes, soit en groupes plus importants de 10 à 30. Une position tenue par 4 soldats ukrainiens peut être attaquée par jusqu'à 80 Russes par jour, explique Serhiy Filimonov, commandant du 108e bataillon. Certains types d'armes sont à court de munitions. Donc là, on peut voir ici, il y a une brigade qui recevait 3 obus de mortier par jour. Et bien maintenant, ils en reçoivent beaucoup moins, voire ils en reçoivent plus. Certains types d'armes sont à court de munitions depuis un mois. Des drones FPV, donc ça c'est les drones First Person View, fournis par des bénévoles, apportent une aide. En plus de leur artillerie supérieure, les Russes frappaient également les positions ukrainiennes avec des bombes aériennes guidées que l'armée ukrainienne ne peut en aucun cas contrer. Le manque de soldats, surtout expérimentés, entraînés et motivés. Le premier problème sur le front de Pakrovsk est celui des effectifs, le deuxième est celui de leur formation, et le troisième est celui des compétences du commandement des unités. Ensuite, il y a les questions de défense, tactique, mesure, etc. Tel est, selon un soldat de la 47e brigade, l'ordre des priorités des raisons de l'avancée ultra rapide des Russes. Lorsque Ukrainska Pravda a interrogé les militaires sur les fortifications, dans ce cas sur le front de Pakrovsk, on nous a répondu pour la première fois en près de 2 ans et demi d'invasion à grande échelle. On a creusé énormément de choses ici. Des bunkers et des lignes de tranchées ont bien été construits sur le front de Pakrovsk, mais il y a un hic. Beaucoup de ces fortifications ne sont pas adaptées à une défense sérieuse. Elles sont souvent situées au milieu des champs, ce qui les rend visibles pour l'ennemi et difficiles d'accès pour le personnel, les munitions et le ravitaillement des forces de défense. Quand la députée ukrainienne Mariana Bezuglaya publie des photos de tranchées vides et demande pourquoi personne ne les défend, je sais exactement pourquoi, parce que c'est stupide de s'asseoir dans un trou au milieu d'un champ nu. Tôt ou tard, un drone FPV vous volera droit dans la tête, a déclaré Vitali à Ukrainska Pravda avec colère. La plupart des positions sont creusées par les soldats eux-mêmes. Sur le front de Pakrovsk, des tranchées et des abris ont été creusés au beau milieu des champs,
ce qui rendait la logistique impossible. On a creusé des fossés anti-chars qui menaient directement des positions ennemies à nos positions arrière, et il était impossible de les surveiller. Ces fortifications aident l'ennemi à avancer plus qu'elles ne nous aident à nous défendre. Donc, comme vous pouvez le voir, la réalité du terrain encore est très différente de celle décrite dans nos médias. Pour finir sur le front avec les dernières nouvelles intéressantes, on a Ougledar, qu'on appelle aussi en Occident Vuhledar. Donc Ougledar a été pénétré de manière extrêmement rapide sur le côté est. Et donc la pince commence à se refermer, ou la tenaille, comme vous voudrez, commence à se refermer complètement autour d'Ougledar. Donc la fin est vraiment imminente. Là, le rapport que j'ai eu là, de l'analyste américain Simplicus, lui, il dit que des redditions massives sont déjà en train de se faire, ce qu'on peut croire sans peine, puisqu'il y a des redditions massives, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, partout sur le front, hein, c'est même plus caché maintenant. Donc Ougledar va tomber. Je rappelle que Ougledar est la ville la plus symbolique en ce moment sur le front. C'était la dernière grande forteresse qui a tenu 31 mois et qui était considérée comme invulnérable par les Ukrainiens. Le coup au moral va être terrible pour les Ukrainiens, plus que les médias occidentaux qui vont en parler. Ils vont s'en émouvoir grandement, mais le coup le plus terrible va être pour les Ukrainiens eux-mêmes, puisque Ougledar avait une réputation presque mythique de résistance, d'autant que c'est sur Ougledar que les Russes ont perdu le plus d'hommes pour essayer de prendre la ville d'Ougledar. Alors c'était suite à des décisions de commandants complètement stupides. Ils ont perdu beaucoup de chars, beaucoup de véhicules blindés, beaucoup d'hommes suite à 2 offensives pour prendre Ougledar, donc au début de la guerre, et ça a été catastrophique pour les Russes. Voilà. Bon, après ils ont arrêté d'attaquer Ougledar et ils ont voulu faire un encerclement par épuisement. Donc en détruisant les routes d'approvisionnement et en faisant en sorte que les routes d'approvisionnement soient extrêmement difficiles d'accès, jusqu'à ce que ça soit impossible pour les forces d'Ougledar d'être approvisionnées. Voilà ce qu'on pouvait dire. Alors un dernier coup d'œil sur Ougledar agrandi pour que ça soit plus clair pour vous. Là, vous voyez la ville d'Ougledar et là, vous voyez l'enfoncement côté est par les Russes. Là, une interview très intéressante de Jake Sullivan, donc le chef de la sécurité aux États-Unis. Et là, je vous lis le rapport que j'ai pu avoir au 15 septembre. Jake Sullivan a même déclaré publiquement la plus grosse bombe de cette crise. Écoutez très attentivement ci-dessous, alors que Sullivan explique que les États-Unis ont été obligés de fouiller littéralement le monde entier pour combler désespérément les lacunes critiques de la défense antimissile de l'Ukraine. Je vous laisse entendre Jake Sullivan. Ukraine was running short of air defense interceptors. Donc là, il dit l'Ukraine a des intercepteurs antimissiles épuisés. So I sat down with my team and I said, where are we sending Patriot missiles and AMRAAM missiles around the world in the next? Là, il a dit à son équipe où est-ce qu'on peut avoir des missiles patriotes et des missiles AMRAAM de par le monde. 12 months. And I was told there's a whole list of countries we're sending them to. And I said, et son équipe lui dit il y a beaucoup de pays qui peuvent donner ces missiles-là. Take every single one of those missiles, every one, and send them to Ukraine. Et alors là, j'ai demandé à tous ces pays-là sur la liste d'envoyer absolument tous leurs missiles, donc AMRAAM et Patriot, à l'Ukraine, sans en oublier un seul, envoyer absolument tout. Voilà, donc c'était vraiment un très très intéressant à noter,
comme quoi bah, les États-Unis ont un stock complètement épuisé, tout comme l'OTAN. Donc en Amérique du Nord et en Europe, c'est complètement épuisé. Ils sont obligés de demander au monde entier de donner les Patriotes vendus et les AMRAAM vendus à l'Ukraine. L'armée russe écrase l'armée ukrainienne. C'est un fait. D'ailleurs, c'est le titre du Financial Times que vous avez vu en début de vidéo. Cela dit, tout n'est pas parfait pour l'armée russe, qui a subi 3 revers en 2 semaines. Alors évidemment, ça ne changera rien sur le cours de la guerre, mais ces 3 revers, bien entendu, qui ne concernent pas le front, et là, elle a eu des revers, mais en Russie. 3 en l'occurrence. Alors que s'est-il passé? Il y a eu 2 dépôts de munitions qui ont été en partie détruits. Alors après, c'est une bataille d'experts. Par exemple, si je vous prends le plus gros dépôt de munitions, celui qui a fait couler pas mal d'encre, c'est-à-dire celui de Topolets dans l'oblast de Tver, eh bien, les blogueurs ukrainiens ou russes ou les experts disent qu'il a été détruit à 50%, à 70% ou à 80%. Voilà. Concernant les tonnes de munitions, personne ne sait combien il y a de tonnes de munitions, mais on a quand même le ministre estonien de la Défense qui dit que 30 000 tonnes de munitions ont explosé. Des députés de la Rada concernant donc l'Ukraine, puisque le gouvernement ukrainien n'a fait aucun commentaire. Des députés de la Rada disent que 19 000 tonnes de munitions ont explosé à Topolets. Voilà, bon, des chiffres absolument énormes, sortis de leur chapeau, puisqu'en fait, personne ne sait combien il y a de tonnes de munitions sur, encore une fois, Topolets, le plus gros. C'est celui-là. Hein, je vous avais montré les photos, etc. la semaine dernière, des photos de la NASA et du satellite Maxar. Donc Topolets, on ne le sait pas puisque les Russes n'ont rien dévoilé. Est-ce que les bunkers étaient pleins au maximum? Est-ce que tout le domaine autour était plein au maximum de missiles, obus, roquettes? On ne le sait pas, bref, on ne sait rien, mais certains se permettent de donner un tonnage alors qu'en fait on ne sait pas. C'est mieux de se baser sur des images satellites. Bon, on dit 50%, 70%, 80% d'après les images satellites. Nous verrons plus tard ce qu'il en est réellement du gros dépôt de Topolets. En tous les cas, bien entendu, ça n'a absolument aucune influence sur le front. C'est gênant quand même pour la Russie, bien sûr, mais ça n'aura aucune influence sur le front, bien entendu. Un deuxième dépôt de munitions Tikoletsk, beaucoup plus petit, a été touché. Là, on en sait beaucoup moins. Je ne sais pas du tout le pourcentage de ce site de dépôt qui a été détruit. On ne sait pas. On attend des confirmations si on en a. Mais en tout cas, il est beaucoup plus petit que Topolets. Voilà ce qu'on sait aux dernières nouvelles concernant ces 2 dépôts de munitions. Mais les mauvaises nouvelles concernant l'armée russe ne sont pas finies. Là, un article de CNN qui nous dit des images montrent que le nouveau missile russe Sarmat a subi un échec majeur lors des tests selon des chercheurs. Là, vous voyez le pas de tir et un missile Sarmat a explosé apparemment sur son pas de tir. Et que nous disent les experts, une cause possible est que le premier étage, le propulseur, n'a pas réussi à s'allumer correctement ou a subi une panne mécanique catastrophique, provoquant la chute ou l'atterrissage du missile à proximité immédiate du silo et son explosion, a déclaré à Reuters un spécialiste du nucléaire, James Acton. Voilà l'explosion. Donc, comme on peut voir, tout n'est pas rose concernant la Russie. Ils subissent des revers. Et là, pour le coup, uniquement en Russie et non pas sur le front. Alors, bon, c'est anecdotique pour la Russie, tout ce qui leur arrive, parce que dans une guerre, quand la Russie se bat contre 54 pays, dont 32 pays de l'OTAN,
de manière soit plus ou moins directe, soit indirecte. Bon, ces revers-là sont inévitables, hein. La Russie ne peut pas être 100% gagnante sur tous les tableaux. Faut bien qu'il lui arrive quand même des mésaventures. N'oublions pas les 9 navires détruits par les Ukrainiens en mer Noire. Ça a été quand même très embêtant pour la Russie. Pas pour la guerre, hein, pas pour ça n'a eu aucune influence sur la guerre, mais c'est quand même embêtant. C'est quand même très gênant. Donc là, ils ont subi là, ces 3 revers euh, en 2 semaines. Bon, bien joué pour les 2 dépôts de munitions pour les Ukrainiens. Mal joué côté russe là pour leur Sarmat. Bon, les échecs, ça arrive, hein. Le Sarmat est un nouveau missile intercontinental stratégique dernière génération qui est supposé être révolutionnaire, puisqu'il est supposé être furtif, pouvant parcourir 18 000 km tout en évitant les radars ennemis. Donc bon voilà, c'est tout nouveau, tout beau, c'est pas encore au point, mais bon, en attendant, la Russie a des missiles hypersoniques, les États-Unis n'en ont toujours pas. Ici un article du Washington Post qui nous dit le débat sur les restrictions d'armement en Ukraine divise les alliés et l'administration. Le débat sur les restrictions sur les armes se poursuit à Washington, divisant l'administration Biden et le Capitole et déconcertant les partenaires de l'Amérique en Europe. Le refus persistant des États-Unis d'assouplir les restrictions sur l'utilisation par l'Ukraine de missiles occidentaux pour des frappes plus profondes sur le territoire russe a exacerbé une division croissante entre les alliés. Kiev étant en colère contre un énième revers dans le ralentissement de l'assaut russe à travers le pays, tandis que son plus grand soutien envisage la possibilité d'une réaction de Moscou. Traduction: son plus grand allié, les États-Unis, a peur de la réaction de Moscou. La dernière demande de Kiev, obtenir la permission d'utiliser les systèmes de missiles tactiques de l'armée fournis par les États-Unis ou ATACMS et d'autres munitions à plus longue portée pour atteindre des cibles telles que des aérodromes stratégiques plus profondément à l'intérieur de la Russie, sera formulée par le président Volodymyr Zelensky personnellement lors de sa rencontre avec le président Joe Biden à Washington cette semaine. Mais dans un exemple de la fracture grandissante entre les deux parties, plus de 2 ans après l'invasion russe, les Ukrainiens s'attendaient à ce que Biden ait déjà accordé sa permission, selon 2 responsables qui, comme d'autres dans cet article, ont parlé sous couvert d'anonymat pour discuter d'une question sensible. Alors nous verrons quelle sera la réponse définitive de Joe Biden, mais comme le Pentagone ne veut pas, ou la Maison Blanche ne veut pas, Joe Biden ne veut pas, mais étant donné l'état mental de Joe Biden, va-t-il être assez faible pour céder? Nous verrons bien. En tous les cas, tous les grands médias occidentaux disent qu'il y a très très peu de chances pour que le plan de victoire de Zelensky soit accepté par Joe Biden. En tous les cas, pour le coup des missiles longue portée, afin de frapper à l'intérieur de la Russie profondément, tout du moins sur ce sujet-là. Ici un article intéressant de The New York Times qui nous dit « L'Ukraine doit être réaliste quant à ses objectifs », déclare le président tchèque. Le président Piotr Pavel, un ancien général de l'OTAN qui a exprimé haut et fort son soutien à l'Ukraine, a déclaré que Kiev devait accepter que certains territoires puissent rester sous contrôle russe, au moins temporairement. Quel revirement! Lui, il était un zélé absolument pro-ukrainien. L'Ukraine ne devait rien céder à la Russie devait être vaincue. Et regardez le changement de ton. Venant de ce président tchèque, c'est un revirement extraordinaire qui en dit très long, et on en revient encore une fois aux réalités du terrain militaire. Cela en dit vraiment très long sur ce qu'il se passe réellement en Ukraine. On est réellement à l'extrême frein. En plus, je vous rappelle que
Piotr Pavel. C'était lui le grand instigateur pour trouver 800 000 obus dans le monde pour l'Ukraine. Et il a pu en trouver un quart de toute cette somme. Malheureusement, ce qu'il a donné à l'Ukraine étaient des obus pour la plupart défectueux. Donc les Ukrainiens on va dire, ont eu énormément de problèmes avec ces obus-là. Donc au final, le coût des 800 000 obus, ça n'a pas du tout aidé l'Ukraine. Ça, c'était un projet dont plus aucun média ne parlait. Donc moi, je vous donne le fin mot de l'histoire. Comment ça s'est conclu? Ça s'est conclu en jus de boudin, bien évidemment. Là, on a le journal d'Artsakh qui reprend un article de Bloomberg qui nous dit « Les alliés de l'Ukraine minimisent les espoirs de percée du plan de victoire de Zelensky. Les responsables occidentaux ont cherché à réduire les attentes concernant le plan visant à mettre fin à la guerre que le président Volodymyr Zelensky présente à New York cette semaine, affirmant qu'il ne voit pas comme une avancée dans le conflit avec la Russie. » Donc les responsables occidentaux ont minimisé le plan de victoire proposé par Zelensky, car ils affirment qu'ils ne voient pas, ayant examiné son plan, qu'ils ne voient pas comment ce plan pourrait être une avancée dans le conflit avec la Russie. Donc ça part très très mal pour Zelensky. Là, on va voir un entretien très intéressant avec une journaliste de ABC News qui interviewe Zelensky. Et écoutez ce que dit Zelensky à la réponse de cette journaliste qui pose la question comment vous allez négocier avec la Russie? Negotiating with Russia, and how can you trust someone? It's not about negotiating with Russia. No, it's about. Voilà, donc elle en plus elle ajoute comment vous pourrez faire confiance à la Russie? Et lui il dit immédiatement non, ce n'est pas une négociation avec la Russie. Like I said, it's a bridge to diplomatic way how to stop the war. The bridge is the plan of victory. Donc là, son plan, c'est de trouver une manière pour arrêter la guerre. Or victorious plan. It's a strengthening of Ukraine. Ukrainian army. Donc pour arrêter la guerre, il faut renforcer l'Ukraine, dans le sens donner toujours plus d'armement à l'Ukraine. And Ukrainian people. Only in the strong position we can push Putin to stop the war, diplomatic way. Voilà. Donc là il dit c'est uniquement avec une Ukraine forte que l'on pourra pousser Poutine à la négociation et qu'on arrivera à la paix. Bon, vous voyez donc en gros ce que dit Volodymyr Zelensky, c'est faisons toujours plus de guerre pour mettre la Russie dos au mur afin de l'obliger aux négociations. Donc c'est complètement ridicule. Donc là, une de mes sources dit dans son rapport, son grand plan de paix a été décrit par ses alliés comme une simple liste de souhaits sans aucune avancée majeure, sans compter que les souhaits eux-mêmes sont tous irréalistes. Donc oui, je suis complètement d'accord avec l'analyse de Simplicus, the Thinker, qui est que, étrangement, paradoxalement, Zelensky veut la paix en faisant plus de guerre. Suite au voyage de Zelensky aux États-Unis pour essayer de persuader Joe Biden de pouvoir frapper en profondeur en Russie avec des missiles longue portée, eh bien Vladimir Poutine a réagi et fait de la prévention. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça, je vous laisse regarder la vidéo. Оставляем за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии, как участника союзного государства. Также четко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия. Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы.
имея в виду самолеты стратегической или тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты. Оставляем за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии, как участника союзного государства. С белорусской стороной, с президентом Беларуси все эти вопросы согласованы. В том числе, если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу нашему суверенитету. Хорошо осознавая, какой колоссальной силой обладает это оружие, за последний год специалисты Министерства обороны, Министерства иностранных дел, аппарата Совета Безопасности и других ведомств провели глубокий всесторонний анализ, оценили необходимость корректировки наших подходов к возможному использованию ядерных сил. По результатам этой работы предложено внести ряд уточнений в части определения условий применения ядерного оружия. В обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Fédération. Voilà, bon, bref, comme vous pouvez le voir, Vladimir Poutine prend ses précautions au cas où l'Occident aurait l'audace, la hardiesse de donner l'autorisation à Zelensky de frapper en profondeur la Russie. Parce qu'en gros, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Évidemment, il n'y a nulle coïncidence entre l'intervention de Vladimir Poutine et le fait que Zelensky ait vu Joe Biden afin de faire entendre sa supplique. Bon, en tous les cas, bref, Vladimir Poutine fait une menace voilée en cas de dérapage de Joe Biden et de l'État profond derrière lui, bien évidemment, qui contrôle en réalité les États-Unis. Donc c'est un message pour dire attention, ne faites pas la grave erreur de donner l'autorisation à Zelensky, sinon il vous en cuira. Voilà en gros comment fallait comprendre le message. Alors là, un article extrêmement intéressant de Politico qui nous dit « On avait demandé à Zelensky de ne pas envahir Kursk, il l'a fait quand même. Certains des plus hauts commandants de l'armée ukrainienne ont remis en question l'assaut transfrontalier en Russie, ont déclaré des responsables militaires ukrainiens à Politico. » Donc vous voyez, donc ces hauts commandants militaires ont dit à Zelensky « Non, ne fais pas ça ». Et Zelensky n'a écouté évidemment que lui-même, comme d'habitude, hein, et c'est pour ça qu'il avait viré Valéry Zaloujny. Hein, c'est exactement pour la même chose, vu que Zelensky n'écoute personne à part lui-même. Et donc on lui a conseillé de ne pas le faire, il l'a fait quand même, et comme d'habitude, il s'en mord les doigts, et comme d'habitude, il va pleurer dans les jupes des États-Unis pour essayer de redresser la situation. Évidemment, les États-Unis maintenant en ont marre et veulent laisser tomber Zelensky, gentiment. Alors quand je dis gentiment, je parle du gouvernement américain présentement. Si vous demandez à Trump, lui, il largue l'Ukraine du jour au lendemain dès qu'il a le pouvoir. Hein. Mais ça, c'est Trump. Pour l'instant, il n'a pas gagné les élections. Alors ici, un article de CNN qui nous dit « L'aide militaire américaine à l'Ukraine est réduite en raison des inquiétudes concernant les stocks du Pentagone. » Alors, je vous en ai parlé à des dizaines de reprises, donc je ne vais pas refaire le détail ici sur la vraie valeur du complexe militaire-industriel américain par rapport à l'aide à l'Ukraine et son état réel de stock. Là, ça y est, les stocks sont vraiment maintenant dévoilés. Et encore une fois, comme d'habitude, cela correspond parfaitement à ce que je vous dis depuis plus d'un an concernant les stocks des États-Unis. Là, quand on lit l'article qui est très long, qui fait l'état des stocks militaires de manière assez complète, hein, pour une fois que CNN fait plus ou moins bien son travail, on apprend que là où la crise est la plus énorme, c'est pour les obus,
les missiles et les roquettes. Et quand je vous dis obus, missiles, roquettes, c'est en tout genre, hein, puisqu'ils ont tout donné à l'Ukraine, et en fait tellement tout que vous avez entendu et vu Jake Sullivan qui a en urgence demandé à toute une liste de pays dans le monde de donner tout ce qu'ils avaient en missiles anti-missiles. Et à mon avis, pas que, hein, entre autres choses, hein, à mon avis, pas que ça. Et donc tout cela prouve que les États-Unis, bah, ça y est, ont épuisé leur stock. Là, ils raclent le fond du baril. Et ben, au bout d'un moment, on va rien pouvoir donner à l'Ukraine. Certes, les États-Unis, l'Europe continuent à donner beaucoup d'argent à l'Ukraine, bien que nettement, très nettement moins qu'il y a 2 ans ou même 1 an et demi, très nettement moins. Mais voilà, l'argent ne produit pas d'armes, l'argent ne produit pas d'usines. Voilà, donc l'argent c'est quelque chose de virtuel. Après, il faut des années pour construire une usine, il faut des années pour faire que bon, on remette les stocks à niveau, etc. Et n'oublions pas que les États-Unis tirent la sonnette d'alarme comme une sorte de prétexte, parce que ben, ça va très mal avec Israël, la Palestine et le Liban, donc en gros avec le Hamas et le Hezbollah, ça peut partir en vrille à tout moment et il faudra aider considérablement Israël au cas où, sans compter évidemment ce qu'il se passe à Taïwan avec la Chine. Je vous ai fait une vidéo il y a très peu de temps sur les deux sujets, c'est-à-dire la Chine et Israël. Donc voilà, et je vous avais montré en même temps dans ces vidéos justement un aperçu du complexe militaire industriel qui s'effondre complètement aux États-Unis, mais pas que, hein, en France, en Allemagne, surtout en Angleterre, etc., etc. Voilà, donc évidemment le Pentagone met le haut là. Là, un article de Associated Press qui nous dit « Des missiles et des drones russes ont ciblé Kiev pendant 5 heures et ont touché le réseau électrique ukrainien. » Encore, vous allez me dire. Donc ils ont envoyé des missiles et des drones pendant 5 heures sur Kiev. Alors il aurait été fort intéressant de savoir à peu près combien de missiles et de drones ont été envoyés sur Kiev. Mais si Associated Press précise qu'ils ont envoyé des missiles et des drones pendant 5 heures, on peut supposer qu'ils ont envoyé peut-être des dizaines de missiles et des centaines de drones sur Kiev. Alors, évidemment, là, on fait que de la supposition. Malheureusement, ce n'est pas dit qu'on a de missiles et de drones. Mais en tout cas, qu'est-ce que ça veut dire? Le fait qu'ils disent ça comme ça, qu'ils ont voilà, ciblé Kiev pendant 5 heures. Ça veut dire que, alors que l'Ukraine n'a plus rien, que l'OTAN n'a plus rien, ou très peu, voilà, ou le garde pour eux, pour des raisons que je vous ai déjà précisées précédemment, ça veut dire que la Russie, elle, a toujours énormément de missiles et de drones à envoyer, sans compter les bombes planantes. Donc, bah, c'est très inquiétant pour l'Ukraine, mais absolument rien de nouveau sous le soleil. C'est un petit peu comme ça chaque semaine depuis très longtemps maintenant. Là, on a un article intéressant de VOA qui dit « Général de l'US Air Force, l'armée russe est plus grande et meilleure qu'avant l'invasion de l'Ukraine. » Là, on a ce général qui s'appelle James Hacker, commandant des forces aériennes américaines en Europe, qui nous dit, donc au nom du Pentagone, puisqu'il travaille au Pentagone, l'armée russe est plus grande et plus forte qu'elle ne l'était avant l'invasion de l'Ukraine en février 2022, a averti mardi le commandant des forces aériennes américaines en Europe et en Afrique. La Russie s'agrandit, elle s'améliore par rapport à ce qu'elle était auparavant. Elle est en fait plus grande qu'elle ne l'était lorsque l'invasion a commencé, a déclaré le général de l'armée de l'air James Hacker. Donc bah moi je comprends pas, les chiffres occidentaux disent 240 000 morts, 600 000 morts côté russe, et là le Pentagone nous dit qu'elle est plus grande et plus forte qu'elle ne l'était avant l'invasion.
Ah, je sais pas, je comprends pas très bien. Mais en tous les cas, voilà. Par contre, on comprend très bien si on prend les chiffres de Mediazona et de BBC News, hein, comme je vous l'ai montré samedi dernier. C'est-à-dire 70 000 morts, quoi. Selon moi, 75 000 morts. 70 000, c'est le chiffre officiel que BBC News donne. Moi je dirais plutôt 75 000 morts. Et si on prend, allez, environ 75 000 morts, bah là, ça devient tout à fait cohérent. Voilà. Et là, on comprend pourquoi l'armée russe est plus grande et plus forte qu'elle ne l'était avant l'invasion. Voilà. Donc, tout est logique si on prend les chiffres de Mediazona BBC. Alors là, ici, dans la même veine des stocks épuisés, on a le journal américain Responsible Statecraft qui nous dit il n'y a pas assez de missiles à longue portée pour faire la différence en Ukraine, mais laisser Kiev frapper profondément en Russie pourrait nous conduire directement à la guerre. Bon, l'article est assez long. Ce qui est le plus intéressant, c'est qu'ils interviewent Lloyd Austin, donc l'équivalent du ministre de la Défense, qui lui est un farouche opposant à l'envoi de missiles longue portée en Ukraine, comme je vous l'ai déjà montré à 2 reprises. Et en plus de cela, il n'y a pas que le fait que les États-Unis ont épuisé une grande partie de leur stock de missiles. En plus, Lloyd Austin avait dit que ça ne servirait à rien, puisque les Russes avaient déjà mis en arrière leurs avions à 300 voire 500 km. Donc ça ne servait à rien. Et ça, c'était les mots de Lloyd Austin. Une semaine après, à peu près, Zelensky, lors d'une interview dans un journal américain, dit bah voilà, maintenant c'est trop tard. Voilà, ça sert à rien les missiles longue portée, quoi, dans le sens, pas que ça sert à rien, mais de frapper profondément en Russie. Maintenant, c'est plus frapper profondément en Russie. Nous, il nous faut encore plus de droits avec les missiles longue portée. Faut qu'on puisse frapper très très profondément en Russie. Il laissait entendre, c'est-à-dire environ 1000 km en profondeur. Donc, puisque lui-même reconnaissait que ça ne servait plus à rien, étant donné que les avions avaient été reculés à un niveau où on ne pouvait plus les toucher. Donc ça, c'est Zelensky qui l'avait avoué lui-même, reprenant les termes en gros de Lloyd Austin. Donc vous voyez, il veut toujours plus. Voilà, donc c'est sans fin. Évidemment, il y aura une fin de non-recevoir quant à ces demandes absolument ridicules. Là, un article du Wall Street Journal qui nous dit 1 million de personnes sont désormais mortes ou blessées dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et dans le Wall Street Journal, ils disent que les pertes russes sont infiniment plus élevées que les pertes ukrainiennes. C'est ce qui est dit dans le journal, totalement pro-ukrainien. Mais moi, je comprends pas pourquoi le Wall Street Journal, il montre un océan de drapeaux ukrainiens, des cimetières ukrainiens. Parce que c'est pas la première fois. Ça fait 1 an et demi que je vous montre des photos comme ça, qui paraissent dans le Washington Post ou le New York Times, où les cimetières nationaux en Ukraine, quasiment tous les cimetières, ont été considérablement agrandis. Et je parle de quasiment tous les cimetières en Ukraine. Pourquoi on n'a que des photos des cimetières ukrainiens quand on parle des morts des 2 côtés, par exemple? Depuis que je suis cette guerre, depuis 2 ans et demi environ, je n'ai jamais vu une seule photo dans un média occidental de cimetières russes. Jamais. Ça a toujours été des cimetières ukrainiens qui ne cessent de s'agrandir. Bah là, faut qu'on m'explique. Là, dans un rapport d'une de mes sources, on peut lire « Il est intéressant de noter qu'une nouvelle analyse des cimetières en Ukraine a révélé des agrandissements massifs des cimetières ukrainiens, ajoutant presque plus de soldats dans un seul cimetière que le nombre supposé de morts pendant toute la guerre. Le cimetière Saint-Nicolas de Zaporozhye a ajouté environ 19 000 tombes de soldats depuis 2022. Zelensky a déclaré que l'Ukraine avait perdu 31 000 soldats en février 2024. Un seul cimetière a ajouté environ 19 000 morts.
Les chiffres ne concordent pas, loin de là. Là, vous avez la géolocalisation exacte du cimetière Saint-Nicolas. Donc ça, c'est un seul cimetière, à Zaporozhye. Voilà. Et ils ont ajouté 19 000 soldats. Et là, vous voyez l'agrandissement du cimetière. Avant et à la fin, maintenant. Alors là, quand j'ai lu cet article du journal ukrainien Strana, j'ai été très surpris. Alors vous allez voir pourquoi. Je me disais non, le gouvernement ukrainien avait déjà atteint le fond avec sa purge du gouvernement, mais apparemment ce serait pas fini. Je rappelle que Strana, c'est un journal ukrainien. Donc là, que nous dit-il? Strana a appris la possible démission de Umerov et Boudanov, les chefs du ministère de la Défense, donc c'est Umerov, et de la direction principale du renseignement, Boudanov, pourraient être licenciés. Boudanov et Umerov pourraient être limogés. Le chef de la direction principale du renseignement, à la place du premier, pourrait être le chef du service de renseignement extérieur de l'Ukraine, Oleg Ivachenko, écrit Strana. On ne sait pas qui remplacera Umerov. Il dirigera probablement lui-même le SVR. Le SVR, c'est le nom ukrainien ou russe, comme vous voulez. Bon, bref, on va dire que c'est le nom ukrainien du SBU. Voilà, voilà, c'est les services de renseignement. Donc c'est très étonnant. C'est très très étonnant. Donc rien ne va plus dans le gouvernement ukrainien. Là, on parle carrément du ministre de la Défense et du fameux Kirilo Boudanov, le chef du SBU. Rien ne va plus. Même les piliers, il est possible qu'ils soient virés, limogés. Nous verrons bien. Mais encore une fois, tout part à volo concernant le gouvernement ukrainien. Ou alors, les rats quittent le navire, voyant que le navire coule. Et quand on parle d'être limogé, c'est plutôt, comme c'est dit dans le titre, une démission. Voilà. Donc les rats quittent le navire, en gros. Là, on a Ukrainska Pravda qui confirme indirectement ce qui risque de se passer quant au ministre de la Défense et au chef du SBU. Regardez cela. Le ministre ukrainien de la Défense limoge 2 directeurs adjoints du renseignement de défense et prévoit de nouvelles purges dans le personnel. Donc là, c'est Umerov, lui, qui limoge 2 directeurs adjoints. Voilà, concernant la nouvelle purge, donc du gouvernement ukrainien. Alors, vous avez vu l'article précédent qui vient de Strana, un journal ukrainien lui aussi. Lui dit que c'est carrément Umerov et Boudanov qui vont démissionner. Donc là, dans le cas concret, puisque là c'est de la spéculation, mais dans le cas concret, Umerov, peut-être pour éviter qu'il soit limogé ou je ne sais pas, ou retarder sa démission, il a limogé 2 directeurs adjoints du renseignement de la défense. Voilà, et prévoit de nouvelles purges dans son département. Vraiment, on ne comprend plus rien dans le gouvernement ukrainien. C'est la folie. Mais là, on a quand même 2 journaux ukrainiens qui parlent de cela. C'est extrêmement inquiétant, encore une fois, pour la énième fois, concernant Zelensky. Et là, on voit clairement que le bateau coule. Là, on a un article de Daily Telegraph qui nous dit « Les États-Unis doivent se retirer de la guerre en Ukraine », déclare Trump. En effet, Trump a déclaré très solennellement que s'il arrivait au pouvoir, il arrêterait toute aide à l'Ukraine, car il est absolument indigné des centaines de milliards de dollars qui ont déjà été donnés à l'Ukraine. On parle de plus de 210 milliards de dollars qui ont déjà été donnés à l'Ukraine. Et lui, bien entendu, il veut America Great Again, c'est-à-dire que l'argent soit donné pour les Américains, pour les États-Unis et non pas à l'Ukraine.
d'où le fait qu'ils veulent retirer toute aide à l'Ukraine si jamais il arrivait au pouvoir. Alors là, un article hilarant qui vient du site de la Commission européenne qui nous dit « Déclaration de la présidente von der Leyen lors de la conférence de presse conjointe avec le directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie, Birol ». Alors évidemment, regardez ce qu'on met. Voilà, on met, voilà, faut absolument aider l'Ukraine pour sa sécurité énergétique concernant l'hiver qui arrive. Voilà, donc et qu'est-ce qu'ils vont faire pour ça, pour aider l'Ukraine, hein, d'après van der Leyen, et là vous allez voir, c'est hilarant, qu'est-ce que j'ai pu lire là? Jusqu'à présent, nous avons réussi à envoyer plus de 10 000 générateurs et transformateurs électriques et une aide supplémentaire est en cours d'acheminement. En ce moment même, une centrale thermique complète est en cours de démantèlement en Lituanie et est expédiée pièce par pièce en Ukraine avec notre soutien, puis reconstruite en Ukraine. Vous vous rendez compte un peu? C'est plus de la stupidité à ce niveau-là. Là, on atteint le pathétique. Et ça en dit quoi de la Lituanie? La Lituanie se sacrifie alors qu'elle a elle-même des problèmes énergétiques. Elle se sacrifie pour l'Ukraine. Vous vous rendez compte un petit peu le zèle de la Lituanie, et bien sûr avec l'aide de l'Europe, c'est-à-dire que je suppose que l'Europe a donné de l'argent à la Lituanie pour qu'elle se débarrasse d'une de ses centrales thermiques. Donc en gros, ça va mettre, je ne sais pas, je dis comme ça, 2-3 ans pour reconstruire la centrale thermique en Ukraine, sous les bombardements. Et qu'est-ce qui garantit qu'une fois qu'elle sera construite, elle ne va pas recevoir un missile, vu que toutes les centrales thermiques de l'Ukraine ont déjà été en grande partie détruites. Il n'y a que les 3 centrales nucléaires restantes à l'ouest de l'Ukraine qui n'ont pas été touchées. Pas du tout, par la Russie. Donc en gros, l'Ukraine n'a plus que 3 centrales nucléaires pour avoir de l'énergie, ainsi que ce qui est envoyé à l'Ukraine par l'Union européenne. Voilà, mais c'est tout. Donc qu'est-ce qui va empêcher la Russie de ne pas détruire la nouvelle centrale thermique une fois qu'elle aura fini d'être construite? Vous vous rendez compte un peu de la bêtise? Je ne sais plus, là, les bras m'en tombent. Là, on est dans le grotesque et le pathétique le plus complet. Là, un article du Washington Post qui est très intéressant à lire parce que cela montre la désespérance complète de l'Occident face à la victoire russe prochaine et au fait que les tentacules russes se propagent partout dans le monde, à leur grande inquiétude. Voilà, surtout aux Américains, parce que Washington Post c'est américain. Ils sont très inquiets. Alors quand on lit l'article, la seule façon de contrer la Russie, c'est de contrer la désinformation produite par Poutine. Parce qu'en fait, en gros dans l'article, on comprend que c'est la propagande russe qui va dans la tête des gens et qui fait qu'il y a autant de pays qui se rallient à la Russie. Il y a tellement de pays qui se rallient à la Russie que c'est une véritable inquiétude pour Washington et l'Occident, et ils veulent combattre ça en faisant une censure maximale, en réduisant à zéro la liberté d'expression, afin de contrôler le narratif. Voilà leur solution. Alors comme il n'y a plus de solution militaire, eh bien la solution, d'après le Washington Post, c'est une solution informationnelle, sur le terrain de l'information. Donc là on lit « Washington et l'Occident luttent pour trouver une solution face à la Russie de Poutine. Aux États-Unis et en Europe, l'incertitude grandit quant à la manière de contrer l'agression de Poutine sans déclencher un conflit direct avec la Russie. Panique à bord. Mais solution. Solution, c'est de contrer la désinformation par la censure et la fin de la liberté d'expression. Ah, c'est des malins, le Washington Post, ils ont tout compris à cette guerre hybride, comme ils l'appellent. Et là, regardez, je vous montre le plus rigolo, entre guillemets, regardez leur point saillant. Alors leur point saillant, c'est ça, les pays africains exposés à la désinformation russe. Regardez tous ces pays-là, tous ces pays africains qui sont pro-russes.
Alors évidemment, dans l'article, ils ont été désinformés, ils sont un peu bêtes, hein. Ils n'écoutent pas les conseils avisés de l'Occident et ils n'ont pas compris que l'Occident c'était le bien et le côté asiatique c'était le mal. Quoi, le côté russe, Chine, Iran, Corée du Nord, etc. c'était le mal. Mais ils savent pas trop comment comment donner un statut à ces statuts africains. Vont-ils représenter un nouvel axe du mal mais africain? Ils se posent la question. En là, on peut lire les manœuvres d'infiltration, d'influence et de propagande de la Russie sont partout, a-t-elle déclaré, la journaliste. Les Chinois répètent comme des perroquets les arguments russes. Ah oui, les Chinois, civilisation complètement stupide et inculte, c'est bien connu, ils ne font que répéter ce que disent les Russes. Les gens le font en Afrique, en Amérique latine et en Amérique du Sud. Bah oui, parce que l'article, c'est pour dire qu'il y a de plus en plus de pays dans le monde qui rallient la Russie. Donc là, il y a l'Afrique, mais il y a l'Amérique latine, voilà, et l'Amérique du Sud. Alors c'est ennuyant. La Russie essaie de devenir un acteur mondial, parfois à moindre coût et parfois en y consacrant beaucoup de ressources. Mais nous ne suivons tout simplement pas tout cela. Dans le sens, nous sommes désarmés, nous devrions suivre cette désinformation russe afin de mieux la combattre. C'est ça qu'on vous dit dans l'article. Vraiment, là j'avoue, je ne sais plus quoi dire. Parce qu'évidemment, je vous le répète encore une fois, c'est très important. Eux, pour combattre la désinformation russe, la propagande russe, comme ils disent, eh bien, ce n'est pas en donnant des arguments tellement massus qu'on s'incline, non, c'est en étouffant toute la dissidence possible, toute manifestation, que ça soit médiatique, physique, etc. Faut tout étouffer. Voilà, c'est la seule façon de combattre la Russie. Vous vous rendez compte un petit peu le sophisme ridicule et grotesque, et vous voyez vers quelle civilisation l'Occident veut nous amener. En gros, l'état profond. C'est extrêmement inquiétant, leur façon de penser, c'est extrêmement malsain, pour ne pas dire satanique. En conclusion, sur le front côté ukrainien, tout s'effondre. Comme je vous le dis chaque semaine, depuis des mois et des mois, c'est un effondrement lent, très lent. À chaque fois, je vous prends l'image de l'homme qui se casse la figure, qui tombe et qui est filmé, mais au ralenti. On connaît le résultat qui est inévitable, mais c'est au ralenti. Ou alors, je vous donnais aussi cette autre image, c'est comme quelqu'un qui se jette, par exemple, du 8e étage, et pendant qu'il tombe, à chaque fois qu'il voit un étage, le 7e, le 6e, le 5e, à chaque étage, il dit pour l'instant ça va. Pour l'instant ça va. Voilà, donc on peut prendre cette image-là, ces deux images-là si vous voulez. Bref, c'est lent mais c'est inéluctable. Donc on va le voir sur la carte militaire, il y a eu d'énormes avancées russes et on va voir aussi que Ougledar a été complètement encerclé. Donc cela veut dire que les soldats dans Ougledar n'auront que deux options, soit se rendre, soit résister jusqu'au bout. Alors j'ai entendu des rapports ukrainiens qui disaient que Zelensky, alors qu'il partait à New York, avait demandé au commandant d'Ougledar de résister jusqu'au bout tant qu'il était à New York, afin que Ougledar ne tombe pas pendant qu'il est à New York, parce que ça ferait mauvais genre. Alors les commandants ukrainiens qui ont reçu cet ordre, les commandants d'Ougledar, le peu qui reste, ont dû être extrêmement déçus de leur président, bien qu'ils n'ont pas dû être surpris, parce que c'est typique. Alors ça veut dire en tout premier lieu que Zelensky n'en a absolument rien à faire de leur vie et ne pense qu'au prestige, qu'à la forme quant à sa visite à New York uniquement,
mais il ne devrait pas être surpris parce que c'est les ordres qu'a toujours donné Zelensky. Souvenons-nous des ordres à des soldats de Mariupol qui étaient principalement composés du bataillon Azov, où Zelensky leur avait demandé de résister jusqu'au bout. Bon, évidemment, à la fin, quand même, c'est le bataillon Azov. Hein. Le bataillon Azov, on les connaît. Bien évidemment, ils n'ont pas écouté Zelensky et ils se sont rendus en masse. Les ordres, les mêmes ordres ont été donnés pour Avdiivka, pour Bakhmut, pour Soledar. Donc, on a l'habitude, Zelensky, c'est toujours comme ça. C'est résister jusqu'au bout, c'est que de la com évidemment, hein. À moins que c'est Washington qui lui dise de dire cela, je ne le sais pas, mais je crois plutôt que c'est Zelensky, puisque cela avait fâché très fortement Valéry Zaloujny. C'est pour ça qu'il y a eu des frictions énormes entre Zaloujny et Zelensky, parce que même si Zaloujny était un très mauvais général, au moins on lui reconnaissait son côté humain de la chose. C'est-à-dire qu'il tenait à protéger quand même un peu ses soldats. Zelensky, lui, il n'en a jamais rien eu à faire, comme il l'a prouvé depuis 2 ans et demi. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a eu des grosses frictions, parce que Zaloujny en avait marre que ses soldats soient sacrifiés pour rien, pour des ordres complètement stupides. Donc c'est pour ça que Zaloujny a été écarté du pouvoir et envoyé à Londres en tant qu'ambassadeur ukrainien afin qu'il ne soit plus dans les pattes de Zaloujny. Je vous rappelle qu'à ce moment-là, on parlait d'un coup d'État avec une association de Valéry Zaloujny et de l'ex-président ukrainien Porochenko pour faire abdiquer, si ce n'est plus, hein, on parle peut-être même d'assassinat contre Zelensky. Donc voilà, donc ça c'était les petites nouvelles pour Ougledar, donc qui va bientôt tomber. Et évidemment, on attend avec impatience ce que vont décider les soldats à Ougledar. Vont-ils se rendre ou résister jusqu'au bout? Mais en tous les cas, quand Ougledar tombera, ce sera absolument terrible pour l'Ukraine, comme je vous l'ai déjà dit en introduction de cette vidéo. Alors maintenant, concernant Zelensky à New York, bah, il s'est fait humilier à 2 reprises, parce que tout d'abord, ce qui lui tenait à cœur, c'est-à-dire d'avoir la permission de tirer des missiles longue portée en profondeur en Russie, eh bien la permission ne lui a pas été donnée par Joe Biden. On a essayé de faire passer la pilule en donnant quelques milliards de dollars en plus à l'Ukraine, qui ne changeront strictement rien, puisqu'on lui promet de l'argent, un peu d'armes, mais l'argent ne crée pas des armes, ne crée pas des usines, et Zelensky, lui, il a besoin des armes hier, si vous m'avez compris. Donc lui, il veut surtout beaucoup d'armes, c'est pas l'argent qui compte. Alors évidemment, l'argent est important, mais c'est des armes qui comptent, et les États-Unis n'en ont plus. Voilà, là, il gratte les fonds de tiroir, le fond du baril. Et la deuxième humiliation, c'est quand il a vu Trump, et en sortie de la Trump Tower, il y a eu une mini-conférence de presse où les journalistes ont interrogé Zelensky et Trump. Trump a dit que bon, l'échange a été fructueux, bon, terme complètement creux, et il a dit qu'il s'il était au pouvoir, il réglerait ça très vite parce qu'il a de très bonnes relations avec Poutine. Cela a immédiatement vexé Zelensky devant les caméras et qui a tout de suite repris Trump en disant oui, mais avec moi tu as de meilleures relations qu'avec Poutine. Et Trump a immédiatement répondu aux journalistes sans même regarder Zelensky. Zelensky s'était tourné vers Trump. Trump n'a même pas regardé Zelensky et a répondu du tac au tac en disant bah, pour faire un tango, il faut être 2, et donc il faut avoir des relations
des bonnes relations aussi bien avec la Russie qu'avec l'Ukraine. Donc humiliation en direct de Zelensky par Trump. Donc tout s'effondre, absolument tout s'effondre pour Zelensky. Et d'ailleurs, même quand Zelensky était aux Nations Unies, on a vu que énormément de chefs d'État l'ignoraient. Et ça, ce sont des signes absolument énormes, symboliques. Parce qu'avant, quand il se présentait à New York, il était reçu en grande pompe. Et beaucoup de gens lui faisaient des accolades, lui serraient la main en disant que c'était un futur Winston Churchill, etc., etc. Tout ça est terminé. Maintenant, sa visite s'est faite quasiment en catimini. Donc tout ça, ce sont des signes qui ne trompent pas et qui montrent que l'Ukraine s'en est complètement finie. Et manque de bol pour l'Ukraine, eh bien, on a ces événements au Moyen-Orient avec les tirs de missiles d'Israël sur le sud Liban. Et là, tout le monde retient son souffle, puisque évidemment, il se passait ce qu'annonçait Benyamin Netanyahou, d'ailleurs à la tribune des Nations Unies, où il a dit qu'il se battrait jusqu'au bout pour la destruction du Hamas et du Hezbollah. Et voilà, et peu de temps après, il y a eu cette énorme escalade faite par Israël au sud Liban. Et maintenant, les médias ne parlent que de ça et l'Ukraine passe en second plan. Donc ça tombe au plus mauvais moment pour Zelensky qui fait sa tournée à New York. Ça tombe au plus mauvais moment. Tout le monde retient son souffle. Là, tout le monde parle d'Israël et du Hezbollah. Est-ce que le Hezbollah, là, dos au mur, est obligé de répondre vu qu'il a été fortement humilié? Tout le monde dit que le Hezbollah va être obligé de répondre. Donc les journalistes ne parlent que de ça et ne parlent plus vraiment de l'Ukraine. Voilà, bon bref, tout cela est de très très mauvais augure. Évidemment, on sait tous comment cela va se finir. Ça fait des mois et des mois que je vous dis la même chose. On sait tous très bien comment ça va se finir. La seule question, c'est quand et quelle tête va avoir la victoire russe. Est-ce que ce sera une victoire absolument totale avec une Novorossiya complète, parce que le rêve de la Russie, c'est qu'en plus des 4 oblasts déjà pris, c'est-à-dire Kherson, Zaporojie, Lugansk et Donetsk, est-ce qu'en plus il y aura la totalité de la Novorossiya, c'est-à-dire en commençant par le nord, l'oblast de Kharkov, Dnipropetrovsk, Nikolaïev et Odessa. Voilà, et là, ce serait le rêve ultime de la Russie. Est-ce que Vladimir Poutine en profitera pour cela? Parce que toutes les augures sont parfaites pour la Russie. On a un Zelensky qui a refusé le plan de paix brésilien et chinois, ce qui est très très bien pour Vladimir Poutine qui n'en voulait pas, il ne veut pas de négociation. Vladimir Poutine, tout va bien pour lui. Lui, ce qu'il veut, c'est avancer au maximum, profiter de l'élan victorieux de la Russie pour prendre tout ce qu'il est possible de prendre. Parce qu'évidemment, là, il n'a qu'une fenêtre d'ouverture. Il n'a qu'une seule opportunité dans l'histoire moderne. En Ukraine, après, il n'aura plus d'opportunité, il n'aura plus d'autres fenêtres d'avancée, j'ai envie de vous dire. C'est maintenant ou jamais pour la Russie. Est-ce que la Russie va saisir totalement sa chance et aller jusqu'au bout, entre guillemets, de ses buts, c'est-à-dire de protéger toute la partie russophone, mais absolument tout, et prendre des territoires qui vont augmenter considérablement la puissance de la Russie au niveau industriel, agriculture, la complète maîtrise de la mer Noire, etc. Vont-ils faire tout cela? C'est la grande question. Pour l'instant, tout est très bien parti pour la Russie afin qu'ils réalisent tous leurs buts
même les plus lointains dont on parlait il y a déjà 2 ans, même ceux-là deviennent tout à fait réalisables. Et puis même, pourquoi pas, si jamais il y a toujours une implication de l'OTAN de manière, on va dire, constante, peut-être que les Russes vont dire, ah vous la jouez comme ça, nous on va prendre la moitié de l'Ukraine dans ces cas-là, vu que personne, rien ne peut nous en empêcher, à part si vous jouez la carte du nucléaire, là rien ne nous empêche de prendre la moitié de l'Ukraine, absolument rien. Et dans les faits c'est comme ça, puisque au niveau de la puissance militaire russe, les Russes ne font que être de plus en plus puissants, l'Ukraine de plus en plus faible et l'OTAN de plus en plus faible. Voilà, avec d'autres chats à fouetter. On le voit à Taïwan et on le voit particulièrement au Moyen-Orient. Parce que si ça chauffe énormément au Moyen-Orient et que l'escalade va jusqu'au bout au Moyen-Orient, avec une participation cette fois obligatoire du Hezbollah qui va être obligé de répliquer de manière massive, ou alors le Hezbollah est prêt à une terrible humiliation ainsi que l'Iran, l'un ne va pas sans l'autre pour éviter à tout prix une guerre avec Israël, mais si jamais il y a un embrasement au Moyen-Orient et que le Hezbollah arrête de baisser la tête, arrête de se faire humilier et cette fois utilise tous ses moyens, eh bien les États-Unis seront obligés d'aider Israël et vont détourner tous leurs moyens qui allaient vers l'Ukraine, vers Israël, bien évidemment. Et là, Vladimir Poutine fera ce qu'il veut, voire même prendre la totalité de l'Ukraine. Qui sait? On ne sait pas. Bon, je n'y crois pas, mais bon, voilà ce qu'on pouvait dire en conclusion. Je m'arrête là parce que là, je vois que je commence à être beaucoup trop long. On va passer à la carte militaire. Donc voici la carte militaire. Alors il ne s'est rien passé en mer Noire ni en Crimée. On va commencer directement par l'épingle rouge que j'ai mis là à l'ouest de l'Ukraine. Et là on peut voir que sur la ville de Stalo-Konstantinov, l'aérodrome militaire qui apparemment abriterait des F-16 aurait été touché par 5 missiles hypersoniques. D'après ce que j'ai lu, ce serait 5 Kinjal. Alors c'est une attaque tout à fait exceptionnelle des Russes d'envoyer 5 missiles qui coûtent très cher juste pour un aérodrome. Donc les blogueurs russes importants qui ont écrit sur cet événement disent qu'il abriterait des F-16. Donc si les Russes ont envoyé 5 missiles hypersoniques, apparemment des Kinjal, ça veut dire que ce serait confirmé qu'il y ait des F-16, sinon ils n'auraient pas envoyé 5, c'est absolument énorme. En plus pour un seul aérodrome. Par contre, j'ai aucun autre détail. Le fait que ici ça a été bombardé, c'est quasi certain. Que les aérodromes abriteraient des F-16, c'est très très probable. Maintenant, le résultat, est-ce que les Russes ont réussi leur coup et ont détruit des F-16? Je ne le sais pas, ça demande à être confirmé. Dans le sud, sur l'oblast de Kherson, il ne s'est pas passé grand-chose, rien sur le Dniepr non plus. Alors là, exceptionnellement, j'ai mis une grande flèche de direction stratégique vers Zaporojye avec un point d'interrogation parce qu'il y a des blogueurs russes importants qui disent qu'il y a une concentration qui est en train de se faire dans la région d'Orirov, ici, pour un grand assaut carrément pour prendre la ville de Zaporojye. Alors c'est assez extraordinaire, je dois vous le dire. Ça demande à être confirmé tout ça, hein. C'est pour ça que j'ai mis un point d'interrogation. Là, c'est terrible pour les Ukrainiens ce qu'il se passe, c'est-à-dire dans la région d'Ougledar. Les Russes sont avancés énormément et comme vous pouvez le voir, Ougledar est complètement encerclée. La ville n'est pas prise, mais elle est complètement encerclée. Alors là, évidemment, c'est sans espoir pour Ougledar, donc la chute est imminente.
grâce à la députée de la Rada, Mariana Bezuglaya, on avait appris que la 72e brigade qui était à Ougledar avait commencé à faire une retraite. Apparemment, aux dernières nouvelles et d'après des rapports ukrainiens, mais pas de Mariana Bezuglaya, en fait, il n'y a pu avoir qu'une partie de la brigade qui a pu s'enfuir. Alors pourquoi? Parce que tout était bombardé, en fait c'était tellement dangereux que la brigade n'a pas pu fuir de manière appropriée. Donc encore une fois, à prendre avec des pincettes, c'est ce que j'ai lu, mais là c'est du côté ukrainien. Donc une partie seulement, mais qu'une toute petite partie des hommes a pu s'échapper, mais on ne sait pas s'ils ont réussi. C'est-à-dire, on sait qu'ils sont partis, mais sont-ils encore vivants? Ont-ils été tués? Je ne le sais pas. Mais la majeure partie de la 72e brigade, qui est une des meilleures d'Ukraine, hein, c'est une brigade d'élite, donc qui a tout le temps été à Ougledar, eh bien, n'a pas pu fuir complètement. Donc, ça va être une énorme perte pour l'Ukraine. Voilà. Alors maintenant, est-ce qu'ils vont se rendre? Je le suppose, parce que pourquoi mourir pour rien? Donc je suppose que tous les militaires ukrainiens qui sont dans Ougledar vont se rendre massivement. Alors évidemment, je suppose qu'ils vont continuer à batailler quand même jusqu'au bout du bout. Alors pourquoi je vous dis ça? Pourquoi c'est mon sentiment? C'est parce que il y a des rapports ukrainiens, et je dis bien ukrainiens, et en assez grand nombre, qui disent que Zelensky a envoyé des rapports concernant la ville d'Ougledar qu'il devait tenir au maximum tant qu'il est à New York. Fallait pas que la ville tombe pendant qu'il est à New York. Donc que les soldats tiennent jusqu'au bout tant qu'il est à New York. Alors ces rapports-là sont assez convaincants, j'ai envie de vous dire. Hein. C'est pas des rumeurs, donc je prends ça comme vrai. Hein. Parce qu'il y en a trop qui en ont parlé. Parce qu'apparemment, il y a des gens d'Ougledar, des capitaines d'Ougledar qui s'en sont plaints. Voilà. Alors évidemment, maintenant, je ne peux pas le confirmer comme d'habitude, bien sûr. Mais voilà, ça semble extrêmement probable, ces informations. Bref, donc Ougledar va tomber, et comme je l'ai dit en introduction, ça va être absolument terrible pour l'Ukraine. Quand Ougledar tombera effectivement et qu'il y aura un drapeau russe sur Ougledar, ça va être absolument terrible. Je suppose que même les grands médias occidentaux en parleront énormément, puisque c'était la dernière grande forteresse d'Ukraine sur le front. Donc après, il n'y a plus rien. Après Ougledar, il n'y a plus rien. Les Russes pourront avancer comme ils voudront. Et Kourakovié, que j'avais entouré de lignes rouges, parce que c'est une zone très importante aussi, tombera après Ougledar, puisque les Russes iront directement sur Kourakovié. Voilà, donc il y a une partie des forces russes qui iront comme cela, une partie comme cela. Là, il y aura une jointure qui se fera ici. Vous voyez, là, il y a une route principale d'approvisionnement. Il y aura une jointure. Et ensuite, ils iront directement sur Kourakovié. J'en suis persuadé, hein, même si je ne peux pas lire l'avenir, bien sûr, j'en suis persuadé. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça fait des mois et des mois que Donetsk est bombardé par Kourakovié. Voilà, donc bien entendu que Kourakovié, c'est une cible prioritaire pour les Russes. Là, il y a eu une grosse avancée russe ici, énorme avancée. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une retraite absolument énorme des Ukrainiens de toute cette zone-là. Il y a eu une retraite. Il y a eu énormément de morts dans cette retraite-là. Par contre,
Là, il y avait encore beaucoup d'Ukrainiens ici, même si la semaine dernière, la ligne de front était déjà comme cela. Il y a eu une énorme retraite et là, exceptionnellement, j'ai mis une ligne bleue quel était le chemin de la retraite avec un R pour retraite. Pourquoi j'ai mis une ligne bleue? Parce que ça s'est très bien passé pour les Ukrainiens. Ils ont fait une retraite en bon ordre. Apparemment, il y a eu très très peu de pertes et ils ont fait une très bonne retraite. Donc c'était à signaler, donc bien joué côté ukrainien. Alors sur Paklovsk, il ne s'est pas passé grand-chose, il y a eu une avancée russe sur Selidovo, mais qui a été très petite. Il y a eu une avancée russe aussi sur Lizivka, mais qui a été très petite. Apparemment, les Russes auraient pris quelques hommes ici. Quand je dis quelques hommes, c'est entre guillemets, afin justement de prioriser les prises russes qui seraient du côté de Donetsk. Donc il y aurait eu des forces qui auraient été prises de Paklovsk pour définitivement avancer sur toute cette zone-là qui est la plus importante du front. Voilà, c'est ce que j'ai entendu dire. Maintenant, voilà, je ne peux pas confirmer, c'est ce que j'ai entendu dire. C'est pour ça que, en fait, vous vous souvenez, ça fait 2 semaines, voire même 3, que je vous dis, depuis qu'ils ont fait le saillant, les Russes avancent que très peu sur Paklovsk, sauf au sud, hein, où ça pousse pas mal. Mais en fait, ça expliquerait pourquoi les forces nord, qui n'avancent plus vraiment depuis presque 3 semaines, ne font pas la tenaille tant attendue, par les Russes tout du moins. En fait, voilà ce que j'ai entendu, c'est que des forces russes au nord auraient été prises pour être envoyées plus au sud dans cette zone-là. Alors, ici, à Toretsk, il y a eu des avancées russes donc en pleine ville. Donc les Russes avancent, donc c'est une grosse avancée hein, côté nord et côté sud. Voilà, donc c'était important pour les Russes parce que Toretsk est un hub logistique important, évidemment beaucoup plus petit que Paklovsk, mais quand même important. Vous voyez là, ce sont des routes principales. Voilà, donc quand Toretsk va être complètement prise, évidemment ça va être un choc sur tout ce front-là, parce que le but des Russes, évidemment, c'est de prendre toute cette zone et d'avancer jusqu'à cette route, puisque en fait cette route est un aire central. Cette route est un aire central qui permet d'alimenter Paklovsk. Donc le but des Russes, bien évidemment, c'est d'avancer jusqu'à cette route. Alors, sur Chassivial, il ne s'est pas passé grand-chose, à part, je sais qu'il y a eu un renforcement des troupes ici, mais c'est tout ce que je sais, il ne s'est rien passé de spécial. Sur la région de Krasny Liman, c'est-à-dire ici, il y a eu une avancée russe, donc Tolskiy, il y a eu une avancée assez importante sur Tolskiy. Donc voilà, donc on peut dire qu'ils ont déjà entamé un bout de la ville. Là sur Kupiansk, ça avance mais pas assez pour que je le note. Alors là les Russes ont fait quelque chose d'assez exceptionnel. Je crois que depuis que je fais les cartes militaires, c'est que la 2e fois que ça arrive. Sur Vovchansk, les Russes ont reculé. Et ils ont fait une stratégie, mais somme toute classique, hein. Ils l'ont fait plein de fois, mais c'est que la 2e fois que moi je le note sur la carte. Avant je le notais pas. Là, ça fait maintenant quelques mois que je le note, donc encore une fois, c'est la 2e fois que je le fais. Là, ils ont reculé sur Vovchansk pour consolider ici. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, comme évidemment c'est pavlovien côté ukrainien, ils sont tombés dans le piège, c'est-à-dire les Ukrainiens se sont engouffrés dans cette retraite. Et qu'est-ce qu'ont fait les Russes?
toute cette zone-là, ils ont lancé des bombes thermobariques. Ça a fait un massacre côté ukrainien. Et à ma connaissance, bon, les Russes n'ont pas encore avancé, ils n'ont pas repris leur position, mais je suis quasiment certain que la semaine prochaine, ils reprendront leur position. Ce n'est que mon avis. Ce qui est certain, c'est qu'ils ont fait une retraite, que les Ukrainiens se sont engouffrés, évidemment, et que les Russes ont fait des bombardements avec des bombes thermobariques. Voilà, c'est tout ce que je peux dire ici. Alors là, il ne s'est rien passé de spécial. On va passer immédiatement dans la région de Koursk. Dans l'oblast de Koursk, il ne s'est pas passé grand-chose. Les Russes ont avancé de ce côté-là et de ce côté-là au sud. Donc évidemment, leur but, c'est de carrément prendre en tenaille la ville de Soudja, qui est le mini quartier général des Ukrainiens concernant Koursk. Soudja qui n'est plus alimenté, j'exagère, qui n'est presque plus alimenté par rapport à Soumy, puisque c'est l'oblast de Soumy qui alimente Soudja. Il n'y a presque plus d'alimentation ou d'approvisionnement plus exactement. Pourquoi? Parce que c'est ultra bombardé et les Russes veulent prendre Soudja en tenaille comme ceci et comme cela. Voilà, donc Soudja va être pris de tous les côtés, bien entendu. Et il y a déjà une démobilisation qui est en train de se faire côté ukrainien sur Koursk. Des retraites sont déjà visibles. Donc Koursk va tomber très bientôt. Mais encore une fois, ce n'est que mon avis. Et voilà ce qu'on pouvait dire sur la carte militaire. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don. Lien dans la description. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne. Et toujours, soyez curieux.